est journaliste, il a travaillé pour différentes publications, dont le journal La Croix, et il est l'actuel directeur du journal Le Monde. C'est également un passionné de cyclisme et son vélo lui est aussi indispensable que ses stylos, car il y a un stylo pour le journalisme et un stylo pour l'écriture. Notre invité est également écrivain et son dernier ouvrage n'est pas un roman. L'homme qui m'aimait tout bas, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de ce père adoptif qui a choisi de se donner la mort en 2008, une histoire absolument émouvante que nous allons évoquer avec lui. Éric Fotorino, bonjour. Bonjour. Fotorino de T3O. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans L'homme qui m'aimait tout bas. Je voudrais qu'on insiste sur ce nom Fotorino qui n'a pas toujours été le vôtre, mais que vous avez adopté avec fierté. Qu'est-ce qui signifie ce nom-là pour vous? Oui, parce que c'est le nom de ce père dont vous venez d'évoquer le souvenir à l'instant. Donc c'était un nom un peu exotique, un peu rigolo. Et on peut faire plein de jeux de mots avec Fotorino. Ah bon, comme quoi? Fotorino Serros, Fotorino laryngologie. J'en ai entendu beaucoup, mais enfin ça a été la rançon de ce qui était pour moi une sorte de délivrance, de porter un nom qui correspondait à un père qui arrivait dans ma vie, etc. Et puis, c'est vrai que comme j'ai eu assez tôt la passion du cyclisme, il y avait Fausto Coppi, donc Fausto Coppi est mort en août 60, moi je suis né en août 60, je me suis vécu comme une réincarnation de Fausto Coppi, mais bien et sûr, c'était mieux de s'appeler Fotorino. D'accord, alors pour que les téléspectateurs s'y retrouvent, pour ceux qui n'auraient pas encore lu L'homme qui m'aimait tout bas, c'est chez Gallimard, je ne l'ai pas précisé, vous avez deux papas. Il y a votre papa naturel, qui n'a pas pu épouser votre maman quand elle est tombée enceinte à 16 ans, parce qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau. Oui, il était juif et marocain. Donc Oh, c'était beaucoup de choses dans la société un peu fermée, bordelaise des années 60, de 1960. Ultra catholique, vous précisez. Oui, très catholique, très catholique. Et puis, très ultra surtout. Très ultra, et je pense que j'ai été un peu le fruit d'une guerre de religion entre des gens très catholiques, des gens très juifs de l'autre côté, qui vivaient au Maroc, donc très loin, le côté de la Méditerranée. Et effectivement, ils n'ont pas pu se marier, ils n'ont pas pu aller au-delà de cette relation qu'ils ont eue pendant quelques mois, je crois. Et votre maman, quelques années plus tard, vous aviez quoi, 9 ans? J'avais 9 ans et demi, oui. Quand elle a rencontré celui qui est devenu votre papa adoptif. Exactement. Un homme d'Afrique du Nord aussi, d'ailleurs. Lui aussi, il venait d'Afrique du Nord, il n'est pas juif, c'était un Français d'Afrique du Nord, mais lui né en Tunisie. En fait, c'était une famille de Siciliens qui étaient venus après en Tunisie à la fin du 19e siècle, avec à l'époque la France pour faire avoir des ressortissants plus nombreux, à naturaliser beaucoup d'Italiens, de Maltais. Donc je crois que les Fotorino ont dû devenir français par ce biais-là. Et ce Michel Fotorino, vous l'avez tout de suite adulé, tout de suite oui. Adopté comme papa. Il vous apportait un nom, il vous apportait une nouvelle vie finalement. Ah oui, c'était très... Quand j'y pense après, évidemment, j'ai été amené à y repenser ces dernières années. Mais ça a été une alchimie naturelle. Enfin, il n'y a pas eu... c'était lui, c'était moi. Enfin, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je crois vraiment Montaigne, que... ça. Exactement, et avec la Boétie. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre et... Petit garçon de 9 ans, j'étais pas spécialement sympathique au sens où j'étais sûrement un peu fermé, un peu méfiant. Et lui a fait tomber toutes les réserves ou les réticences que je pouvais avoir. J'étais un peu sauvage, et lui a su m'apprivoiser. Plus qu'il m'a adopté, il m'a apprivoisé d'une certaine manière. Il vous a fait changer de nom? Oui. On revient à ce Fotorino de T3O. T3O. Exactement. Alors, ce qui était bien d'une certaine manière, je pense qu'il a dû, et mes parents ont dû y penser, c'est qu'ils se sont mariés dans la région bordelaise. Mon nom a changé comme ça. Je ne saurais plus dire si c'est le jour où j'ai changé de nom, mais en tout cas, on a fait la rentrée scolaire qui a suivi. En septembre, on était à La Rochelle, on n'était plus à Bordeaux, donc j'avais pas de copains d'école anciens. Et c'était tout à fait crédible pour tout le monde que je m'appelais Fotorino comme si je m'étais appelé Fotorino depuis toujours. Une nouvelle identité à 9 ans, enfin, ça marque un passage. C'est pas non plus le passage à l'âge adulte, hein, c'est pas du tout ça, mais c'était enfin le début de l'enfance peut-être? C'est-à-dire que, vous savez, quand on est enfant, on aspire à la normalité, à être comme les autres. Alors que plus tard, on fait tout pour se distinguer des autres. Mais à cet âge-là, on a envie d'être comme ça, noyé dans la masse et qu'on ne s'intéresse pas trop à nos singularités. Et donc ne pas avoir de père, je l'ai vécu comme étant évidemment ce manque, où il est, et puis les autres, ah t'as pas de père, donc déjà on vous distingue.
Et donc cette rentrée scolaire que j'ai faite en septembre 70 à La Rochelle, j'avais un père, en plus il venait me chercher à l'école de temps en temps, donc tout était vraiment... normal. Voilà, je pouvais rentrer dans le rang, et vraiment j'aspirais à cette normalité. Et au-delà de ça, évidemment, moi j'avais jamais vu des godasses d'hommes, des habits d'hommes, j'avais jamais vu, je dois le raconter quelque part, un blaireau avec un rasoir, enfin toutes ces choses-là. Et tout d'un coup, moi qui avais vécu dans cet univers de femmes, en plus de femmes un peu brisées, ma grand-mère avait été quittée, ma mère vivait seule, c'était assez lourd. Et c'était des gens qui étaient marqués, je crois, par l'échec de leur vie, l'échec de beaucoup de choses. Et moi, j'avais l'impression d'être comme une éponge dans une salle de bain et on vient essuyer son chagrin ou essuyer ses frustrations, etc. Et il m'a semblé que lui, par sa joie de vivre, par son côté très équilibré, assez joyeux, bon, il a mis un coup de pied dans tout ça. Un coup de soleil surtout. Un coup de soleil, exactement. Un coup de soleil dans tout ça. Un homme du soleil. Oui, il était. Je savais même pas où était la Tunisie. Et d'ailleurs, j'ai commis beaucoup de mensonges. Et j'espère que vos téléspectateurs m'absoudront. Mais c'est vrai que je suis né à Nice. Et entre Nice et Tunis, je trouvais qu'il y avait comme ça une familiarité, une proximité. Donc j'ai bien regardé sur une carte. J'ai vu que Nice et Tunis, il y avait finalement rien du tout, la Méditerranée à traverser. Et donc j'ai réinventé un roman familial en disant que moi, toute ma famille était de Tunisie, mais que moi j'étais à Nice, parce que quand on est passé de l'autre côté, enfin voilà. Vous vous êtes approprié une histoire et une hérédité qui sont devenues vôtres finalement. Oui, c'est ça, parce que on ne fait jamais attention à ça, mais plus on raconte d'histoires, plus elles finissent par être vraies. Plus on finit par y croire soi-même. Exactement, finalement. Et faire croire les autres, c'est ça qui est formidable. Et voilà. J'ai dit que vous étiez l'actuel directeur du journal Le Monde. C'est pas un petit poste, c'est un poste qui doit susciter beaucoup de travail pour vous, beaucoup de jalousie ou d'admiration d'un côté ou de l'autre. Quand vous écrivez, si vous avez ces deux côtés-là, vous êtes l'écrivain qui reçoit des prix, qui écrit des romans avec un très joli style, pas que des romans, la preuve, aussi une autobiographie, même si vous n'avez pas voulu l'appeler comme ça. Et comment ils réagissent les gens avec qui vous travaillez du fait que le patron, comme ça, se livre un peu au grand public? Ça passe bien, ça passe pas bien? Oui, écoutez, je crois que je suis entouré par des gens qui sont d'abord adultes, responsables et qui m'ont très peu posé de questions, qui ont respecté ça. C'est-à-dire que quand mon père est mort, on était au Monde dans un grand bras de fer avec des actionnaires, etc. Bon. Il est mort le 11 mars et j'avais 2008. un très gros conseil de surveillance le 13 mars, je me souviens. Et je me disais, il faut tenir, il faut vraiment, parce qu'il y avait de gros enjeux et il fallait surtout pas que je montre la moindre faiblesse. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que ce livre est né. Comme je pouvais pas parler, je voulais absolument pas qu'on me parle de tout ça et je n'en parlais à personne. Donc, j'ai écrit comme si je pouvais pas, il n'y avait pas de voix. Donc, ma voix, la conversation avec mon père, elle s'est faite par les mots écrits, les mots couchés, plus que par les mots dits. Et lorsque le livre est sorti, il y avait déjà un an que mon père était mort. Et bon, donc beaucoup ont découvert en réalité, ou certains savaient que mon père était mort, mais bon, j'avais sans connaître forcément les circonstances dramatiques d'un suicide, etc. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que bon, ceux qui travaillent avec moi, ça fait presque 25 ans que je suis journaliste au Monde. J'ai fait tous les métiers au Monde. J'ai fait la bourse, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait des chroniques, j'ai été rédacteur en chef, j'ai fait 1000 choses. Mais j'ai aussi écrit une vingtaine de livres. Donc, pour mon entourage professionnel, les livres, photos et les livres, bon, ben voilà, c'est une autre partie de moi. Ils l'acceptent ou pas, d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Voilà. Si je puis me permettre, c'est ni une critique ni un jugement, mais on imagine que pour être le patron du Monde, il faut avoir une poigne d'enfer que vous avez sans doute, j'imagine. Alors, ça ne transparaît pas du tout. On voit un homme posé, calme, très doux. Oui. Mais parce que... C'est quoi, il y a un masque, il y a une image ou pas du tout? Non, moi je crois qu'il y a des moments pour tout. C'est-à-dire que un journal comme Le Monde aujourd'hui, il faut être très inventif, très créatif et être capable de porter une collectivité menacée, parce que la presse écrite est menacée, il faut qu'elle se réinvente. C'est pas tant d'avoir un charisme incroyable, c'est de savoir où on va, et puis de donner suffisamment de confiance pour amener précisément cette collectivité à évoluer, à avoir confiance en elle, à se dire que rien n'est perdu à condition qu'on y croit, qu'on se réinvente une histoire. Et je pense que si j'occupe cette fonction aujourd'hui, c'était évidemment pas parce que j'étais un immense stratège qui pouvait faire... je me suis révélé quelquefois être, quand il fallait avec les actionnaires expliquer des choses sur l'indépendance du Monde, je me suis battu comme un diable, si j'ose dire. Mais c'est vrai que pour moi, la fermeté, la poigne de fer, elle est plus dans la persuasion
que dans espèce de point sur la table qu'on met. Mais ceux qui travaillent avec moi disent que je suis beaucoup plus ferme que j'en ai l'air. D'accord. Alors, on va parler du vélo, parce que c'est quand même, le vélo, c'est une part importante de votre vie, c'est Oui. votre père adoptif, Michel Fotorino, donc, qui vous a mis un jour sur un vélo, et c'est ce qui a constitué le lien, pas que ça bien sûr, mais Oui. entre vous et lui. Non, vous avez raison. La religion de mon père, c'était le football. Qu'il pratiquait Manque de bol, beaucoup, vous étiez pas et j'étais super bon, vous. absolument nul. J'ai été le goal le plus lamentable du Bordeaux Étudiant Club, où il m'avait inscrit sous le nom de Chabrerie encore, qui était le nom de ma maman. Histoire de ne pas prendre trop de risques au cas où vous seriez Oui, en tout cas, justement il a pas dû très comprendre bon. que le jour où je m'appellerais Fotorino, il fallait que je quitte les stades, il fallait qu'il se passe quelque chose. Sa réputation était en jeu quand Voilà. même. Mais effectivement, moi, je me suis pris de passion pour le sport cycliste. Parce que c'est toujours pareil, c'est souvent des histoires de rencontres, d'amitié. Il y avait un jeune, enfin il avait 16 ans, moi quand j'en avais 13, ou non un peu plus, il avait peut-être 18 ans, qui habitait dans le village où on était à côté de La Rochelle et qui tous les soirs, il travaillait dans les chantiers navals à La Rochelle. C'était assez dur sur le port industriel, c'était un boulot très dur dans les cales des bateaux, etc. Et le soir, tous les soirs, je le voyais, il partait sur son vélo, il allait au large comme ça. Et c'est vrai que le vélo, pour moi, quand j'étais tout petit, alors là, pour le coup, qu'il n'y avait ni père ni rien, quand j'ai commencé à savoir faire du vélo sans les petits trous, je pense que j'ai vraiment éprouvé la sensation de la liberté. C'est-à-dire, j'échappe aux adultes parce que je pars sur mon vélo. Et d'ailleurs, quand on fait du cyclisme, on dit on va s'échapper. Un coureur qui... Ah oui, on parle d'une échappée. Oui. Il parle d'une échappée, on s'échappe, on devient libre. Et c'est vrai que j'ai revécu cette liberté avec cet ami qui s'appelait René. Et donc, il m'a initié à la bicyclette et on a fait très vite des sorties de 50, 80, 100 km. On faisait des brevets la nuit. Enfin, ça a été pour moi une aventure extraordinaire. Moi, j'ai jamais compris comment on pouvait avoir pour but, je vous le livre comme ça, oui, Michel, bien sûr. Éric, pardon, je dis Michel, votre papa. Je suis désolée, mais avoir une bande de béton pour but, j'ai du mal à comprendre. Non, une bande de béton, c'est réducteur parce que... On souffre plus quand on fait du vélo. Oui, alors je pense que, en fait, ceux qui n'ont pas fait de vélo, pas fait d'efforts comme ça long, ne peuvent pas bien comprendre parce qu'en effet, il faut l'avoir senti dans son corps. D'accord. Il faut l'avoir senti dans son corps et dans son esprit parce que la bande de béton, elle est environnée. Elle est environnée. Alors, quand on est comme j'étais, c'était une chancinouille au bord de la mer, à travers la campagne. Vous voyez des paysages extraordinaires. Il n'y a pas de bruit sauf le bruit de votre dérailleur ou de votre roue libre, cette espèce de bourdonnement comme ça, comme un essaim d'abeilles qui vous suit, exactement. Et il y a de la solitude. Moi, j'aime bien la solitude, mais c'est une solitude accompagnée. Parce que sur la route, vous rencontrez quelqu'un, et puis vous voyez des choses, il y a des bribes de vie qui passent. C'est comme une bande-son d'un film de Jacques Tati. Vous entendez une bribe de conversation, vous entendez un bout de musique, et ce bout de musique, il va rester dans votre tête un moment. Et puis il va y avoir autre chose. Vos pensées à vous, intérieures, vagabondes. C'est Pascal qui disait « j'ai mes brouillards et mes beaux temps au-dedans de moi ». Et effectivement, même si vous êtes d'une humeur un peu maussade, vous partez et puis d'autres choses se passent et votre vie devient un peu plus légère à mesure que vos muscles deviennent plus lourds. On va lire un extrait, si vous voulez bien, du livre, un extrait que vous avez choisi vous-même. Voilà. Oui. Je laisse nous faire un petit brin de lecture de L'homme qui m'aimait tout bas, publié chez Gallimard. Trop de pensées m'agitent, toutes sont pour mon père. Pas une goutte de son sang ne coule dans mes veines, rien et pourtant tout. Si j'ai un peu de force, un peu de caractère, un peu de volonté dans la vie, c'est ma mère qui me les a d'abord donnés, mère-enfant, mère-courage de 17 ans, envoyée chez de lointains parents dans un village perdu des Alpes-Maritimes pour dissimuler la honte qui pointait, confectionnant jusqu'au bout de ses forces le pactage des bergers. Fille-mère d'une mère qui ne voulait plus de sa fille tant qu'elle serait grosse jusqu'aux yeux d'un juif marocain, qui connut la souffrance de ne pouvoir être mon père, mais c'est une autre histoire. Si j'ai pu garder confiance dans la vie, c'est que Michel est arrivé dans celle de maman et dans la mienne pas longtemps avant la Coupe du Monde de football, avec Pelé le héros. Michel, alias Michou, alias Papa, aimait Gigi Riva, l'italien, et aussi les boxeurs, Cassius Clay, alias Muhammad Ali, Benny Briscoe, le robot de Philadelphie, Carlos Monzon. Les deux sports les plus durs, selon lui, ceux qui faisaient de vrais hommes, étaient la boxe et le vélo. Michel avait le nez dévié à cause d'une bagarre quant à son retour en France avant de revenir aux valeurs SFIO de son père. La SFIO, c'était les socialistes. Il s'était égaré auprès de l'OAS pour défendre l'Algérie française. Cela lui avait valu ce coup de poing et la cloison nasale gondolée. Il ne s'en vantait pas, c'était ainsi.
J'étais adolescent quand j'en pris conscience. Papa avait eu une vie avant nous. Il avait vécu avec une beauté nordique blonde comme les blés, puis s'était marié avec une autre femme. Il n'avait pas eu d'enfant et tant mieux, car j'aurais mal supporté de ne pas être son premier fils, fût-ce de deuxième main. Pourquoi ce passage-là, Éric Fotorino? C'est un peu le nœud de mes origines, c'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, il y a ma mère, il y a une mère qui était une toute jeune femme, donc elle était mineure à cette époque, et d'une certaine manière, elle avait coché la case d'une forme d'échec ou de marginalité, avoir un enfant dans une famille catholique, un enfant de cet homme juif marocain. Et puis, je voulais dire que cet homme, Maurice, a souffert de ne pas pouvoir être mon père. Il a souffert, il a attendu, il a fait beaucoup de démarches, et puis il avait la pression de sa propre famille, donc il est rentré au Maroc où il était attendu, et il a attendu des années. Et puis, à un moment donné, il a rencontré une femme, une Française, il s'est marié avec elle, et il a fait sa vie. C'est un homme avec qui vous êtes en contact, hein, vous avez repris contact il y a quelques années. Voilà, donc je trouve que c'était bon, c'est un aspect important. Je pensais à un livre sur mon père, mais ma mère sur évidemment, sur mes pères exactement, mais je ne voudrais pas que ma mère soit passée sous silence de tout ça. Donc il y a ces quelques lignes qui la concernent et qui, effectivement, une manière de dire qu'elle a été très importante dans aussi la force qu'elle a réussi à me donner dans les années où elle était elle-même fragile. Oui. Il y a une phrase qui dit, selon lui, ce qui faisait de vrais hommes était la boxe et le vélo. Oui. C'est quoi un vrai homme, Éric Fotorino? Ça, c'était une bonne question. Je ne sais pas si la réponse peut être bonne et définitive, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui croit en lui assez fortement, c'est-à-dire qui tient debout, qui n'est pas ébranlé, c'est pas tant ébranlé, mais qui n'est pas mis à terre à la moindre difficulté, à la moindre remise en cause de ce qui peut être. C'est quelqu'un qui sait qui il est. Et je pense que c'était ça un peu il voulait que je m'endurcisse un peu, c'est-à-dire qu'il voyait que j'avais été élevé de façon à la fois très douce et peut-être avec quelques carences, et lui voulait que le sport me donne un peu de ce côté plus dur qui a guéri. Et vous êtes cet homme-là, vous êtes ce vrai homme qui tient debout? Je pense que oui. Vous l'êtes devenu, oui. Je pense que oui, alors que je ne l'ai sûrement pas toujours été. Mais comme vous dites, on le devient ça. C'est pas quelque chose que vous décrétez ou dire ça y est, je suis fort et je pourrais affronter toutes les épreuves de l'existence. Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez décréter d'autorité. C'est ou bien les épreuves qui vous montrent que vous pouvez, et puis un travail sur vous pour pouvoir effectivement affronter les difficultés. Mais je pense sincèrement que moi, je crois être d'un naturel assez optimiste, au sens où j'ai plutôt une confiance dans l'existence. Et s'il n'avait pas surgi dans ma vie, je pense que cet aspect-là aurait probablement été broyé chez moi, que j'aurais été une sorte de quelqu'un de fataliste, qui aurait été dans le regret de ne pas avoir pu, des choses comme ça. Je crois qu'il m'a donné cette confiance. Dans votre livre, à différents moments, il y a des réflexions sur la religion catholique, oui. Pas toujours très positives, à part quand vous parlez de Lazare, parce que si votre papa avait pu ressusciter là, tout de suite comme ça, voilà. comme Lazare, j'aurais bien aimé. Vous auriez bien pris. Oui. Mais c'est surtout que le vélo est venu mettre fin à ces dimanches ennuyeux à la messe. Vous le dites à peu près comme ça à un moment. Oui. Si vous voulez, je pense moi je crois que je suis quelqu'un d'assez instinctif, même presque un peu animal, au sens où il y a des choses que je sens tout de suite et des choses que je ne sens pas tout de suite. Et la religion, j'ai tout de suite senti que elle ne voulait pas de moi. Enfin, en tout cas, la religion catholique telle qu'elle vous a été présentée. Oui. Prenons des gants. Oui, absolument. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai senti avant même de le comprendre que ma place dans la vie était une place qui était en marge de ce qu'il est convenu d'appeler les bonnes pratiques familiales. J'étais en dehors, c'était pas bien, c'était une faute, c'était un péché. Cette faute de ma mère rejaillissait évidemment sur moi. Quelle était ma place. Une sorte de faute originelle. Exactement. Et puis ensuite, lorsque j'ai appris, que j'ai compris que j'étais né finalement d'une guerre de religion, en tout cas le fait que mes parents n'aient pas pu vivre une vie ensemble était du fait qu'ils étaient de religions différentes. D'où un rejet de la religion un peu forcé. Alors, oui, enfin, rejet, ce serait même trop fort. Ça a été d'abord une très grande indifférence.
Vous savez, quand on écrit, souvent je me dis ça quand je relis les textes que j'écris pour voir si c'est publiable, si on est content, je me demande si c'est juste ou pas, si ça sonne juste, comme un instrument de musique que vous accordez, et à un moment donné, vous entendez un son qui vous convient, vous dites « je joue juste ». Bien, pour moi, la religion, elle ne jouait pas juste, c'est-à-dire qu'on me disait des choses qui étaient sûrement très, très bien, et je ne voyais pas la matérialité de tout ça. Aujourd'hui, ça a quelle place dans votre vie, la religion, quelle qu'elle soit, et puis la religion catholique plus particulièrement, qui est quand même votre religion d'origine? Je suis baptisé, j'ai fait une communion. Vos 4 filles sont baptisées ou pas? Aucune. 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 Et ça nous donne quand même un indice. Oui, parce que je leur donne le choix. Certaines ont fait un travail. Spirituel, vous voulez dire? Spirituel, oui, oui. Elles ont été au catéchisme. Et, bon, ça fait partie de leur chemin à elles, qu'elles s'inventent. Moi, j'aime bien cette idée que... Parce que finalement, quand vous êtes baptisé, on vous marque, sans vous demander votre avis par définition. Et après, vous promenez dans votre vie avec ça. Alors, vous en faites quelque chose ou rien. Oui, mais le baptême, c'est un robinet qu'on ouvre, une source à laquelle on va boire ou pas. Ou pas, exactement. Mais au moins, la source, elle mérite d'être là. Vous pouvez faire la communion, etc. Donc, moi, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de catholiques, de chrétiens, de religieux dont j'ai beaucoup apprécié. Comme le Père Vincent? Oui, le Père Vincent, exactement. Un peu particulier, hein, c'est un théologien de la libération. Mais vous savez, enfin vous ne savez pas, mais parce que oui, elle était un peu, il enseignait le marxisme à Arequipa au Pérou. Donc il avait été à l'armée avec mon père, ils avaient vécu des choses difficiles en Algérie. Mais quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'ai fait 3 retraites à Notre-Dame de Port-du-Salut en Mayenne, chez les moines cisterciens. Et j'y allais parce que j'étudiais le droit, et comme dans l'année je faisais aussi beaucoup de vélo, il fallait que je me reconcentre sur mon droit pénal et mon droit civil en fin d'année, et je travaillais 3 semaines chez eux. Et je faisais le fromage avec eux, et puis j'allais aux offices, j'allais tôt, j'allais tard, je chantais le Salve Regina avec eux. Et j'ai beaucoup aimé cette spiritualité très, très forte. Et il y avait quelque chose de très authentique chez eux. Et il y avait tous les jours, pendant qu'on déjeunait, une lecture d'un article de la Croix, d'un article... Bon, on écoutait ça. J'étais allé une année les voir, le pape Jean-Paul II venait au Parc des Princes. Ça devait être en 81, quelque chose comme ça, au 80 ou 81. Ou 79, le temps, enfin dans ces eaux-là. Et il y avait un problème de branchement de leur télé, donc j'étais venu leur donner un coup de main, donc j'avais eu la chance de pouvoir franchir la clôture et d'aller dans l'endroit où ils étaient. Et je me souviens encore de discussions que j'avais avec le frère Portier, avec le frère Hôtelier, etc. Et pour moi, ça m'avait fait toucher du doigt ce que pouvait être un engagement religieux très fort où on trichait pas. Et ces hommes, je les ai beaucoup admirés parce qu'ils ne trichaient pas, ils avaient donné leur vie à ça. C'est vrai que dans l'expérience que j'ai faite, de gens de foi dans le cadre de l'école, ça m'a beaucoup moins attiré parce que j'y voyais une sorte de discours un peu ambigu, un peu hypocrite quelquefois. Et quand j'ai rencontré mon père Michel, qui lui ne croyait à rien, il me semblait qu'il se comportait comme un bon chrétien sans jamais fréquenter les lieux où la religion s'exprime. Vous savez ce que dit la religion catholique sur le jugement dernier? Non, dites-moi. On sera jugé sur l'amour, pas sur la foi. Oui, c'est bien. Il a des chances alors. Oui, il a carrément. Tel que vous l'écrivez, il a effectivement toutes ses chances. Votre papa a choisi de mettre fin à ses jours d'une manière un peu violente, quand même, avec une carabine dans un parking. C'est quand même drôlement violent pour vous, pour vos 2 petits frères, Oui, ça a été une violence d'abord pour lui, évidemment, et pour nous tous. Et en même temps, moi, j'étais pas très surpris de ça. J'étais pas très surpris parce que c'est quelqu'un dont je pensais... Souvent, je me disais, mais comment ça se finira pour lui? Et c'est vrai que je savais qu'il voulait pas de déchéance physique, qu'il voulait pas de tout ça. Et j'avais perçu quelquefois, c'était évidemment pas explicite, mais qu'en tout cas, il aurait sûrement la main, si j'ose dire, sur sa fin. La main, c'est un symbole, c'est pas peut-être pour rien que vous le dites, c'est un symbole important, c'est que votre papa était masseur kinésithérapeute, c'est lui qui vous massait les muscles endoloris après les courses en vélo. Il avait des mains en or, vraiment. Oui, il avait des mains très impressionnantes. Kiné à l'ancienne. Oui. C'est pas tant qu'elles étaient volumineuses, c'était des mains, j'allais dire, normales. Hein.
mais lorsqu'elle s'appliquait sur vous ou qu'il se passait quelque chose, et bon, moi c'était dans un contexte bien particulier, comme vous le dites, de sportif, mais j'ai rencontré avant et même depuis des personnes âgées qui l'a beaucoup suivi et qui étaient vraiment, vous avez le sentiment d'être délivrés de beaucoup de souffrances quand il s'occupait d'elles, qu'il les faisait marcher, qu'il les aidait à... Pendant tout le livre, vous êtes persuadé que votre papa au moment où il a dû dévisser à cause de la retraite, oui, sa plaque de masseur kinésithérapeute, Michel Fotorino, masseur kinésithérapeute, cette plaque dorée, il a fallu la dévisser, oui, pour mettre fin à l'activité. Vous êtes persuadé que c'est ça qui a commencé à le tuer? Oui. On comprend ça. Oui. Jusqu'à la fin du roman, on découvre qu'il ne l'a jamais dévissé, cette plaque. C'est effectivement un jour où j'allais faire ces choses qui ne sont pas faciles, d'aller vider une maison ou d'aller ranger des choses. Et, surtout une maison qu'il a laissée... Voilà, qu'il a laissé mourir, complètement dépérir. Depuis que votre maman l'avait quitté, il faisait plus rien, il ne l'entretenait plus. Exactement, voilà. Et c'est pourquoi je parle d'un livre de Paul Auster qui s'appelle L'invention de la solitude, oui, et où il raconte exactement ça sur son père. Et ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais lu ce livre d'Auster. Je me dis, c'est incroyable, les 50 premières pages, j'ai l'impression qu'il me parle du mien. Et effectivement, cette plaque, elle était dans un volet extérieur, enfin une porte-fenêtre extérieure on ne pouvait la voir que quand elle était ouverte. Donc quand elle était refermée, elle était dissimulée. Et vous pensez que le manque d'activité de votre papa, le fait de ne plus avoir à s'occuper des autres, finalement l'a tué? Mais ça, j'en suis convaincu. Enfin, je suis convaincu qu'effectivement, mon père se vivait dans le don. Il voulait toujours faire quelque chose pour les autres. Mais on peut encore donner après la retraite. Oui, mais il y a tellement de belles années, il était en pleine forme, il allait bien, c'était un bel homme, plein de soleil. Comment le soleil peut décider de mourir? Oui, ben, voilà, il peut décider ça. Alors après, c'est toujours il y a une part de mystère, de secret, de choses très intimes, le misérable petit tas de secrets, comme on dit, qui fait qu'il y a probablement d'autres choses qui l'ont poussé à ce geste. Il avait vu partir des amis dans des souffrances incroyables et je pense que ça l'avait vraiment définitivement convaincu que lui ne voudrait pas quitter cette terre comme ça. Vous dites, vous avez une phrase qui est à la fois très belle et évidemment très triste, « Je pleurais comme pleurent les grottes à l'intérieur ». Il y a toujours de la pudeur, père-fils ou entre hommes. Oui. Comment on fait pour extérioriser ce chagrin, pour y avoir accès? Je crois que ça a été l'écriture qui a permis ça, parce qu'effectivement, en plus, j'étais dans un rôle social, dans cette période-là, précisément, qui m'interdisait... Avec le journal Le Monde, vous voulez dire? Oui, ouais. Qui m'interdisait, je pense, tout accès de faiblesse ou d'émotion, parce que quand vous exprimez de l'émotion, vous donnez prise aux Bien autres, sûr. Forcément. Et je voulais surtout pas ça. Donc le journal vous a un peu protégé de votre peine au départ? Enfin oui, d'une certaine manière, oui. Et comme c'était en même temps trop lourd, et donc l'écriture a servi un peu de soupape. Mais ça suffit? Est-ce que l'écriture peut écluser tout le chagrin? Tout, non, sûrement pas. Parce que, vous voyez, mon anniversaire est au mois d'août, le sien est au mois d'août à 4 jours d'écart. Le 26 août, c'est le mien, j'ai attendu son coup de fil. Vous voyez, il y a quelque chose en moi qui attendait, et évidemment tout le reste en moi qui par définition n'attendait pas. Donc vous vous faites piéger à chaque fois par des choses, une sorte de réminiscence. Dans la chambre d'une de mes filles, elle a absolument voulu garder une photo de lui où il est en train de marcher dans la campagne. Et on est rentré de vacances et je suis tombé sur cette photo il y a quelques jours. Bon, j'ai refermé la porte parce que je m'y attendais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et je sais très bien que c'est toujours au bord des larmes, c'est toujours au bord de quelque chose parce que c'est fini, on se reverra plus, on se parlera plus. Il y a ce côté plus jamais qui quelquefois vous saute à la gorge, quoi. C'est terrible. Mais en même temps, il faut continuer à vivre, et puis voilà. Plus jamais parce que vous avez vraiment tout renié de la religion catholique et donc vous ne croyez pas non plus qu'il y ait une vie après la vie. Enfin, par rapport à la mort, vous vous situez comment? Oui, non, moi je ne suis pas quelqu'un qui renie ou qui rejette, c'est-à-dire que j'ai eu une éducation catholique, il y a une part juive en moi que je ne connais pas, que je connais un peu, mais que je ne connais pas, qui m'intéresse d'ailleurs, que j'essaie de comprendre aussi. Mais il faut pouvoir croire. C'est pas temps de dire je crois. Il faut pouvoir ou il faut vouloir Moi, je crois que vouloir. Frapper et on vous ouvrira, c'est dans la Bible. Bon, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai lu. Oui, bien sûr, Emmanuel. Pascal, Emmanuel, c'est Dieu parmi vous, c'est ça. Oui, Dieu parmi vous. Hein, c'est ça. Mais non, quand je dis il faut pouvoir, c'est
on peut avoir, comment dire, une conviction profonde que Dieu existe et qu'à un moment donné, il se manifestera de telle ou telle manière en nous. Bon. Et puis il y a saint Thomas qui dit, moi je crois ce que je vois. Très utile, saint Thomas. Voilà, c'est un bon journaliste sûrement, saint Thomas. mais pour moi, si vous voulez, c'est que j'aimerais bien. Et alors certains me diront, si tu aimerais bien, c'est que tu es déjà avec nous. Mais si tu te poses la question, c'est que tu y as déjà répondu. Bon, très bien. Mais au fond de moi, il y a quand même quelque chose qui doute énormément. Alors, moi je crois que c'est bien de douter. C'est Bernanos qui disait la foi, c'est je ne sais plus, 23 heures de doute et 24 heures de doute et 1 minute de foi. Il n'y a pas de garantie absolue. On peut pas vous dire, Messi, voilà votre ticket, vous verrez. Il faut plonger dans l'inconnu, c'est un saut dans l'inconnu, bien sûr. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle la foi. Sinon, ça s'appellerait la certitude. Exactement. Mais on ne risque rien à croire, bien sûr, mais si on est un peu sincère avec soi-même, je crois qu'en fait, au fond, il y a des lieux qui sont habités par Dieu ou par quelque chose. Moi, j'étais il y a quelques jours à Saint-Pétersbourg, je suis allé voir une cérémonie orthodoxe. C'était très beau, c'était très fort, avec ces espèces de géants comme des bûches, avec des gros livres en train de lire des textes sacrés. Bon, vous avez envie d'en faire partie. Et puis, à un moment donné, vous dites, oui, mais c'est un théâtre, tout ça, c'est une sorte de grande mise en scène. Justement, mais j'allais vous dire, Éric, pour moi, le seul lieu que Dieu habite, c'est nos cœurs. Après, il y a les églises, les monastères, les cisterciens, si vous voulez, mais le seul lieu que Dieu habite, c'est bien nos cœurs, à condition de lui faire un peu de place, quoi. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Vous avez raison. Pourquoi vous n'allez pas les revoir, vos cisterciens? Je ne sais pas s'ils sont encore vivants, ceux que j'ai connus. Ceux-là ou d'autres. Oui. Ils avaient de moins en moins de monde. Ils avaient de moins en moins de monde, malheureusement, à Notre-Dame de Port-du-Salut. Mais c'était des belles personnes, comme on dit. Quelquefois, c'était des belles personnes, parce que ils avaient cette générosité de l'abnégation, quoi. Et vous qui avez été bouleversé par la radicalité monacale, vous n'auriez pas envie de refaire l'expérience d'une retraite, d'une semaine ou d'un week-end, ne serait-ce que pour vous remettre en contact avec finalement la foi vraiment totalement épurée, quoi. Peut-être, mais il y a des moments pour ça. Je crois qu'en ce moment, je ne sens pas. Je crois qu'il y a aussi des moments où ça arrive comme un besoin. Je ne crois pas que le besoin soit très fort pour moi de ça. Comment vous envisagez votre propre mort à vous? Vous y pensez? Forcément. Tous les jours. Tous les jours, ah oui, quand même. Mais c'est très sain. Oui, j'y pense tous les jours. Ça m'effleure, oui. C'est pas. Je croyais que vous alliez dire ça m'effraie. Oui, ça dépend. Quelquefois, oui, un peu. Et si on pouvait vous laisser choisir, vous aimeriez mourir comment? Dans mon lit, en regardant un film de De Funès. Une mort douce. Pas sérieux, pour le directeur du Monde. Hein. Oui. Non, mais en fait, j'aimerais bien mourir quand c'est le moment, quoi. Voilà. Ouais. Et le moment, c'est-à-dire le plus tard possible. Le moment, parce que quelquefois le plus tard possible, c'est absurde. On va vous faire parler avec deux personnages. Vous allez nous dire ce que vous diriez à ces deux personnages-là. Le premier personnage, c'est justement votre papa Michel. Si vous pouviez lui parler, on n'a pas la connexion, je vous le dis tout de suite, mais si vous pouviez lui parler aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Je lui demanderais ce qu'il pense de la sélection de l'équipe de France de foot. Parce qu'on parlait souvent de choses pas très importantes. Et qui font toute la vie. Voilà. Et je lui demanderais, je lui demanderais ce qu'il a envie de manger ce soir. C'est drôle ce que vous dites, ça me rappelle une phrase de Saint Jean Bosco qui répondait à un de ses petits élèves, puisqu'il s'est beaucoup occupé d'éducation, et il y a un petit garçon qui lui disait « Mais si j'apprends que je meurs dans 10 minutes, qu'est-ce que je dois faire de ces 10 dernières minutes ?» Et Jean Bosco répond « Mais tu vas jouer au football, tu fais ce que tu étais en train de faire juste avant de venir me poser la question. C'est vivre pleinement ces 10 dernières minutes, ça me rappelle ça. » En fait, je lui parlerai de choses de la vie, je lui parlerai pas de choses de la mort. Enfin, ce serait quelque chose d'assez banal. Au fond, ce ne serait pas une grande déclaration. Non, j'ai lu dans Le Monde une interview de Ramayad qui parle de la sélection du foot où Vieira n'est pas sélectionné et tout ça. Bon, je lui aurais demandé ce qu'il en pensait. Parce que, vous voyez, quelquefois, ça aussi, j'écoute la radio, j'entends des résultats de première division, et je dis, tiens, Bordeaux, voilà, j'ai l'impression que j'écoute pour lui, qu'il faudra que je lui fasse un grand résumé un ce jour. Si maintenant vous pouviez vous adresser au petit garçon que vous étiez, alors peut-être celui avant 9 ans, avant l'arrivée de Michel Fotorino dans votre vie, vous lui diriez quoi? On ne se parle plus. Hein. Vous êtes fâché? On est fâché. Vous lui avez claqué la porte au nez à ce petit garçon-là? Ça, c'est très curieux. C'est pas de sa faute. Non, quand je dis on ne se parle plus. À Éric Chabrerie, finalement. Éric Chabrerie, oui. Vous lui diriez quoi? Ça, c'est quand même quelque chose...
d'imaginer comme ça qu'une partie de ce que j'ai été a... Il y a des gens à Bordeaux qui ont vécu avec moi dans les années 60-70, qui ont connu Éric Chabory et ils n'existent plus. Et ils ont connu quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose... comme si j'étais mort une fois déjà aussi. Je suis né une autre fois, mais ça veut dire, pour être né une deuxième fois, ça veut dire qu'on est mort une première fois. Donc j'ai vraiment l'impression que Éric Chabory, que je suis au cimetière, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas trop... Vous voyez, il y a quelques années, j'avais écrit un roman qui s'appelait Korsakov et qui était... J'ai mis 14 ans pour l'écrire. Quand je dis 14 ans pour l'écrire, je n'ai pas été 14 ans suspendu à mon stylo, parce que je suis lent, mais enfin quand même. C'est simplement que je l'ai écrit une fois, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis enfin une quatrième. Et pourquoi une quatrième? Parce que à chaque fois, ce manuscrit, je le trouvais bancal. Jusqu'au moment où j'ai compris que je devais retraverser mon enfance pour que ce livre soit vraiment un livre. Et je me souviens qu'en 3 semaines, comme un TGV qui traverse un tunnel, j'ai retraversé mon enfance. Quand je dis mon enfance, c'est-à-dire de l'âge conscient jusqu'à 9 ans, avec des proches qui se sont suicidés, un jeune prisonnier que ma grand-mère avait recueilli à la maison, avec qui je jouais, qui était devenu non pas un père, mais une sorte de grand frère, et qu'on a retrouvé pendu un jour. Mon oncle qui a mis fin à ses jours, qui était homosexuel et qui vivait très mal ça, et qui un jour a avalé tout ce qu'il fallait pour passer de l'autre côté. Bon, donc j'ai retraversé tout ça, et je vous dis, c'est un livre qui m'a fallu 14 ans, et en 3 semaines, j'ai compris ce qui manquait à ce livre, et en 3 semaines, j'ai écrit ça. Ben, ces 3 semaines m'ont plus épuisé que 14 ans d'écriture. Les épreuves initiatiques, c'est toujours très fort. Hein. Oui, et franchement... vraiment, je ne voudrais pas retourner... Alors, de journaliste à journaliste, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous lui diriez quand même à ce petit... Je vous fais dialoguer avec les morts. Vous voyez, non, mais je lui dirais petit bonjour. Éric Chabory. Je lui dirais bonjour et je lui demanderais ce qu'il est devenu, mais j'aurais le sentiment que la réponse serait triste. Vous avez mis une phrase très intéressante avant le démarrage du livre, une phrase de Monterland qui dit... Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dit qui font les morts si lourds dans leur cercueil. Je ne la connaissais pas, mais moi, elle m'a prise de plein fouet. Hein. Quels sont ces mots qui n'ont pas été dits? Pourquoi elle vous parle autant, vous, cette phrase? Elle me parle beaucoup parce que Michel était quelqu'un qui parlait énormément des choses secondaires ou des choses... Mais non, c'était peut-être l'important d'ailleurs. Il parlait de la vie. Il parlait de la vie, il se retournait jamais sur le passé. J'ai jamais rien su de sa guerre d'Algérie, sauf un petit moment où il a fait venir, enfin où ce prêtre du Pérou est arrivé, le père Vincent, avec ses moustaches et ses yeux à la Trotsky, là, ses lunettes à la Trotsky, pour raconter des trucs incroyables, que mon père avait porté la tête coupé d'un jeune soldat dans une couverture et qu'il l'avait transporté comme ça. Bon. Donc mon père ne parlait de rien qui vraiment lui faisait mal, quoi. Et je pense qu'au fond, il y avait plus de choses que j'ai cru qui le faisaient mal. Parce que moi, j'ai grandi quand je l'ai vu arriver. Il était costaud, il était beau, on aurait dit un peu une sorte de Léonard Cohen. Enfin bon, donc c'était. Je me souviens, mes copines d'école, elles voulaient toutes aller chez le kiné parce qu'elles avaient un truc. Enfin bon, c'était assez impressionnant. Et donc, il avait une sorte d'assurance comme ça. C'était le Yves Montand de César et Rosalie, comme je dis. Voilà, il a du charme. C'était comme ça, de la grâce. Romy Schneider, elle dit, voilà. Il a de la grâce. Il a de la grâce. Il avait ça. Et puis, donc, il pouvait vous raconter des histoires drôles longtemps. Mais quand on voulait parler de choses un peu importantes, ça se fermait à double tour. Il avait des sourcils très fournis, très noirs. C'est comme une herse qui tombait sur son visage. Ça voulait dire, bon, ça va. Donc, si vous voulez, je ne sais plus quelle était la question. La phrase de Monterland. Oui, la phrase de Monterland. C'est que mon père, je le dis dans ce livre, avait une maladie qui était de ne jamais ouvrir un courrier administratif. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Une phobie administrative qui a d'ailleurs miné toute sa vie professionnelle. Oui, et qui, je pense, n'est pas étrangère, non pas à l'acte final, mais qui fait qu'à un moment donné, toutes ces caisses, l'URSSAF, tout ça, ils ont dit... Mais... Donc, il ne se faisait pas payer. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des médecins qui ont travaillé avec lui, encore cet été, qui me disaient, vous savez, votre père, il fallait qu'on l'engueule pour remplir les feuilles pour qu'il se fasse payer. Donc, ça a été une gabegie totale. Sauf un moment où il a eu une secrétaire, une assistante qui a dû faire ce travail. Mais après, comme il était devenu, comme je disais, un kiné de campagne, comme on dit, un curé de campagne, il était tout seul à gérer ça. Et moi, j'ai essayé d'aborder ces questions-là avec lui.
Et là, c'était impossible. C'est-à-dire qu'il voulait aider, il voulait donner, il ne voulait pas qu'on l'aide, il ne voulait pas qu'on lui donne. Alors comment on fait avec un papa? Parce que vous êtes 3 fistons, Oui. il y a vous et puis il y a les 2 fils. Mes 2 jeunes frères, oui. 2 jeunes frères, voilà, et pas question de demi-frères, ce sont 2 vrais frères. Oui, quelquefois les gens me disent, tu as des demi-frères. Non. Et non, je dis, j'ai des frères, parce que là aussi, c'est... Et comment 3 garçons n'ont pas réussi à sauver leur papa? Non, parce que ils ont essayé aussi. Hein. Et non, il n'y avait pas moyen. Ça ne vous regarde pas, mais non, me laissait. Et puis bon, ça allait pas. Mais même dans ma famille, mon oncle, son beau-frère, enfin d'autres ont essayé de vraiment dire, bon, Michou, on va regarder ça, tout ça. Il voulait pas embêter les autres avec ça, c'était son affaire. Vous disiez que vous aviez des conversations assez légères, c'était pas les grandes discussions profondes et intellectuelles. N'empêche que c'est la première personne à vous avoir acheté le journal Le Monde et à vous avoir collé tous les matins au petit déjeuner. Ah oui. Quand vous aviez compris que vous ne seriez pas coureur professionnel, le cyclisme, il a fallu aller vers autre chose. Quoi. Oui, il m'a vraiment aidé à faire le deuil d'une carrière. Parce que, si vous voulez, moi, jusqu'à à peu près 30 ans, j'ai rêvé qu'un jour mon téléphone sonnerait au Monde et que quelqu'un, que Jacques Godet ou Jean-Marie Leblanc me dirait, écoutez, photo... J'y connais rien, c'est qui ces gens-là? Alors c'était les patrons du Tour. Les patrons du Tour de France, Jacques Godet, c'était le patron du Tour et Jean-Marie Leblanc aussi. Qu'ils allaient m'appeler, dire, on a besoin de vous sur le Tour de France, vous allez être dans l'équipe, machin, et puis vous allez... Voilà. Et puis non. Et jamais. Et donc à 40 ans, j'ai couru le Midi Libre à vélo dans d'autres circonstances. Mais donc, quand à 20 ans ou 19 ans, j'ai compris que je ne serais jamais un grand champion, que je ne serais pas Anquetil ou Merckx ou Fausto Coppi, il a fallu quand même, quand vous perdez un rêve fort, moi je ne rêvais que de vélo, enfin c'est pas que je rêvais de vélo, je ne faisais que du vélo. Et donc je suis arrivé à la fac de droit parce que j'avais eu mon bac. Ma mère me disait, de toute façon, coureur, c'est pas un métier. Mon père disait pas grand-chose, il disait, mais ça te fait du bien de faire du sport, enfin bon. Et puis, mais on a vu que le dopage, c'était important, pour être un champion, il faut déjà être un très grand coureur. Et donc, je ne serais pas ça. Et lui, effectivement, je me suis inscrit à la fac de droit tout simplement parce qu'elle était tout près de la maison. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et un matin, il n'a rien dit d'ailleurs. Hein. Peut-être m'avait-il entendu parler avec des copains, dire « Ah oui, c'est là dans le Monde, tu crois, il y a un truc à lire dans le Monde ?» Bref, un matin, il est arrivé, sans rien dire, il a posé le Monde sans le déplier sur le dossier de la chaise. Lui, il avait le Canard enchaîné, il avait Sud-Ouest, mais il avait sûrement pas le Monde, il allait sûrement pas lire le Monde, parce que je pense que c'est... Non pas qu'il était bête, loin s'en faut, mais je crois qu'il se tenait à distance de tout ce qui était... Voilà, et puis c'était pour moi. Vous avez une très jolie expression dans votre livre qui est, alors je ne sais plus dans quel sens elle est, est-ce que c'est le vélo-stylo ou le stylo-vélo mais finalement vous écrivez aussi bien avec votre vélo. Non, vélo-stylo, vous avez raison. Vélo-stylo, vous écrivez aussi bien avec votre vélo qu'avec votre stylo. Oui. Enfin, c'est très joli cette connexion entre les deux mots, 2 petits mots comme ça qui se terminent en O comme Photorino. Exactement, avec les 2 roues. C'est Eric Orsena un jour qui m'a dit, tu te rends compte, tu as 3 roues dans ton nom, c'est 2 roues de vélo plus une roue de rechange. J'avais trouvé ça extraordinaire. C'est joli. Mais pour parler de vélo-stylo, tous les matins je traverse Paris à vélo pour aller au journal. Je suis sûrement le premier directeur du monde à avoir un vélo de fonction. Et je suis très content de ça. Et c'est pas un snobisme, hein, c'est parce que j'adore ça et ça me fait beaucoup de bien. Alors les gens me voient arriver à vélo, maintenant ils sont habitués. Et donc je traverse Paris vers 6h30 du matin. Et régulièrement, c'est un peu toute chose égale par ailleurs comme Victor Hugo dans ses choses vues, mais régulièrement le soir quand je rentre chez moi, j'écris 10-15 lignes de choses que j'ai vues à vélo. Et je me souviens un matin, sur le boulevard Saint-Germain, il y a eu une rafale de vent et une feuille de papier a roulé comme ça et est venue se prendre dans mes rayons, de papier blanc. Et je suis resté comme ça quelques minutes avec cette feuille de papier blanc qui était sur ma roue avant. Tout en roulant. Tout en roulant. Et le temps que je me dise, tiens, mais est-ce qu'il y a quelque chose dessus écrit quelque part? Est-ce que quelqu'un me dit quelque chose? Est-ce qu'il faut moi que j'écrive quelque chose? Et puis hop, elle est repartie. Voilà. Mais une autre fois, enfin plusieurs fois, il y a un SDF qui était du côté de la rue Gay-Lussac, alors que je voyais à certains moments, puis que je voyais pas à d'autres moments, puis que je revoyais à un autre endroit. Donc je me suis dit, mais alors où il est? Où est-ce qu'il habite? Voilà, il est devenu, il le sait pas d'ailleurs, mais il est devenu une sorte de ce personnage de la nuit. Quelquefois, je passe devant la librairie José Corti, en face du Luxembourg, et quelquefois le matin à 6h30 elle est allumée. Alors pourquoi? Et une fois aussi, parce que la ville n'est pas encore très réveillée, j'ai entendu un bruit de cascade un peu avant le Luxembourg et j'ai compris que c'était la fontaine Médicis. Et l'eau, mais dans la journée on ne l'entend pas. Et donc si vous voulez, pour moi le vélo, ça a été une manière de... C'est comme si on enlevait une peau au monde, à la réalité, on était encore plus près.
Et quand par exemple il y a un passage clouté, je vois les gens et je vois leur regard. C'est pas comme dans une voiture. Pourtant c'est du verre, c'est transparent, mais c'est voilà. Et une fois, et je finis avec ça, j'avais déjeuné du côté de l'Odéon. Il était 3 heures, je repars sur mon petit vélo. Et puis, tout d'un coup, je vois un lecteur du Monde comme ça, et c'était Jean-Marie Borzec, l'ancien patron de France Culture. Et je lui dis, ah Jean-Marie, et puis on parle du journal. Et puis je fais encore 300 mètres, et je vois Max Gallo, la grande Max Gallo, plongé dans le Monde. Alors je m'arrête, bonjour, et voilà. Et j'ai trouvé ça formidable, ce côté, voilà, le vélo m'a rapproché des gens comme ça. Et voilà. Mais alors attendez, Éric Fotorino, si on vous enlève votre vélo, oui. Si on vous enlève votre journal, pourquoi vous je ne le souhaite pas, mais je vous dépouille. Oui. Je vous dépouille. Oui. Vos 4 filles, on va dire que c'est pas le cas, mais elles sont grandes, elles sont parties faire leur vie. Ouais. Grosso modo, vous êtes à la retraite et bloqué physiquement, on peut plus. Vous faites quoi? Si on vous enlève, voilà, votre famille, enfin, votre famille. On m'enlève tout ça. Vraiment. Vous faites quoi? Moi, si vous voulez, d'abord je dors. On sent qu'il y a quelques années de retard. Oui, okay. Je compte plus. Vous savez, quand j'étais directeur de la rédaction du Monde, qui est finalement plus épuisant que d'être directeur du journal, il m'arrivait certains jours, entre midi et 2, d'aller m'assoupir un peu sur des bancs d'un square pas très loin du Monde. Après, j'ai arrêté de le faire parce que... c'était vous, le SDF? Voilà, une fois, quelqu'un m'a vu comme ça et je crois que ça l'a un peu perturbé. Il a dû se dire, il est vraiment fatigué ou bon. Mais je faisais ça parce qu'en réalité, je rêve toujours de dormir. C'est que dans la vie que je mène aujourd'hui, où on se lève très tôt, je peux commencer à 5h30 à me lever, à faire la réunion du Monde à 7h30. L'autre soir, j'étais avec Bernard Kouchner et des spécialistes de l'Afghanistan au Quai d'Orsay. Ça a duré très longtemps, c'était passionnant. Il y avait Richard Holbrooke sur l'Afghanistan. Bon, mais c'est des journées qui n'en finissent pas. Puis après, il faut écrire un édito. Bon. Donc, si vous voulez, c'est vrai que je mène cette vie parce que j'adore ça, parce que je pense que c'était utile que je m'investisse comme ça dans le journal. Je ne veux pas perdre l'écriture, je ne veux pas perdre ma vie de famille, ma femme, mes enfants, mon vélo, etc. Bon. Je pense qu'il y aura un moment où mes artères, où mon âge aura décidé que peut-être il faut un peu lever le pied. Alors, je ne sais pas si je me dépouillerai de tout ce que vous dites, mais si je me dépouille déjà du poids du journal un jour, et il faudra le faire, il ne faut surtout pas s'accrocher au pouvoir de diriger un journal. Je pense que j'écrirai non pas plein de livres, mais je pense au moins 2 ou 3 livres que j'ai vraiment envie d'écrire, mais dont je sais que je ne peux pas les écrire maintenant, parce qu'ils demandent un temps, un engagement sur soi que je ne peux pas avoir. Un sur votre identité juive? Oui, c'est-à-dire que j'ai en tête un livre qui s'appellerait en gros Le Juif en moi, voilà, quelque chose comme ça. Qui parlerait de votre père naturel. Oui. Bien sûr. On sent que ce livre est en gestation, effectivement. Oui, il est là. Mais tout à l'heure, vous me demandiez, Éric Chabory, en réalité, il y a un livre que j'aimerais, depuis longtemps que j'aimerais écrire, mais qui a trait à la vie, à la mort et au temps. Il m'est arrivé plusieurs fois, toujours sur mon petit vélo, je dévalais la rue de la Sorbonne, et il y a un café en face de la Sorbonne, comme ça, sur la gauche, et je vois une silhouette de quelqu'un que je connais. Et puis je continue, je dis, tiens. Et après je réalise que cette personne est morte depuis très longtemps. Et j'aimerais écrire quelque chose sur un homme qui marche un jour dans la rue et qui croise un jeune homme, et ce jeune homme c'est lui 30 ans plus tôt. Et puis parce que le temps, et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le passé? Le passé se dissout dans le présent. Notre passé, il est plein notre présent, il est plein de passé. Il y a eu cet été dans Le Monde un entretien avec Christian Boltanski, et il explique que nos visages sont finalement la somme de visages morts. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'effectivement, pendant très longtemps, quand j'avais 13 ans, 14 ans, que je savais qu'il y avait un père, je ne savais pas où il était, je faisais des soustractions. C'est-à-dire que je me regardais dans la glace et je me disais, bon, ça c'est à ma mère. Ça, c'est à ma mère. Bon, et le reste, c'est à qui? Et vous voyez, quand vous cherchez votre identité, que vous avez à l'aveugle, ou alors voilà. Ça, mais écrire sur le temps, sur la vie, la mort, le temps qui est circulaire plus que une sorte de point de départ. Le temps passe et il dure. C'est ce qu'a dit Jean d'Ormesson quand il est venu là, il avait parlé du temps. Oui, mais il a raison. Mais si vous lisez par exemple un très beau livre de Luc Lézio qui s'appelle La pensée mexicaine ou le rêve interrompu. C'est un très beau livre où il raconte comment les Aztèques voient le temps comme un cercle. Donc ce qui est arrivé arrivera de nouveau, etc. Vous savez qu'il y a un excellent endroit pour écrire, ce sont les monastères. Voilà, j'arrête, je n'insiste plus. Je souscris. Je voudrais vous remercier infiniment d'être venu dans cette émission qui se termine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Peut-être à court terme et à plus long terme?
Pour la suite, vous voulez dire à qui vous voulez souhaiter ça? À vous. À moi. À moi comme individu. À vous, mais choisissez, à vous qui venez de passer 52 minutes avec nous, journaliste, homme, fils, père, écrivain. Comment dire, je fais rarement de souhaits pour moi. Va falloir s'y mettre. Voilà. C'est-à-dire que les souhaits que je fais pour moi, ils sont toujours reliés à d'autres, alors que ce soit une collectivité qui est ma famille, une collectivité qui est mon journal. Vous avez 2 minutes pile oui. pour exprimer vos souhaits pour vous. Alors, je vais vous dire. Si vraiment je pense à moi, j'aimerais me remettre en forme pour monter le Tourmalet en 1h30. Mon frère l'a fait cet été, il a quand même mis 4 ou 5 heures, je crois, avec un VTT. Oui, VTT, il s'est déjà pénalisé. D'accord, le Tourmalet en 1h30, très bien. J'aimerais bien arriver à faire ça, parce que j'aurai 50 ans dans un an, voilà. Non, en fait, plus sérieusement, j'aimerais bien me dire que l'âge ne fait rien à l'affaire, de garder tout l'enthousiasme que je pense toujours avoir, malgré les épreuves, malgré tout ça. Je pense que je suis quelqu'un d'assez vital et j'ai envie de garder ça. J'ai envie de garder ça. Il vous reste encore 1 minute 18 pour vous exprimer, allez-y. On va épuiser le temps. Ça vous force à réfléchir sur vous, très bien. Oui. Non, mais c'est-à-dire que, paradoxalement, je crois que je ne suis pas très doué pour émettre des vœux pour moi. Je crois que ça a toujours été comme ça. Vous voyez, il n'y a rien qui me pétrifie plus que quand on me dit qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour... J'ai jamais d'idée de qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et du coup, je dis des choses, mais en fait, c'est pas si bien que ça. J'ai jamais bien su ce qui me ferait le plus plaisir. Parce que les choses qui vous font plaisir sont impossibles, comme un père qui ressuscite comme Lazare. Oui, oui, ça. Non, alors quand même. Alors dans le dernier temps j'ai un autre père qui s'appelle Maurice, Maurice Maman. Oui, et qui est malade, qui lutte contre une maladie assez, très très mortelle. Mais il se bat. Et j'aimerais bien. On a passé une partie de l'été ensemble, là, au mois d'août, en Espagne, ensemble. Et je lui ai dit ce serait bien qu'on recommence l'année prochaine. Donc j'aimerais bien recommencer l'année prochaine. Ouais. Ah, ça c'est un très joli vœu. On vous le souhaite vraiment de tout cœur. Et puis on va dédier cette émission au papa qui est disparu. Je vous remercie, ça a été une épreuve, je me rends bien compte. Je vous remercie infiniment et très bonne continuation à vous. Merci. Merci.